Donc, bonsoir, je suis content d'être là. C'est un peu un retour sur les lieux du crime, puisque je crois qu'il y a entre 20 et 25 ans, ça ne nous rajeunit pas, Benoît de Cros m'avait invité au musée à faire une conférence, devinez sur quoi? Sur l'art et le sport. Beaucoup de choses ont changé depuis. Donc je ne vais pas refaire la même conférence. Voilà. Celle-ci, je ne sais pas comment elle s'appelait l'autre. Peut-être La beauté du geste, puisque c'était un des livres que j'avais écrit sur le sujet. Celle-ci s'appelle Des exploits des chefs-d'œuvre. C'est le titre de l'exposition que j'ai faite à Marseille sur les 3 lieux que sont le FRAC Sud, le MUSEM et le MAC, donc un gros bazar. Des exploits des chefs-d'œuvre, c'est le titre qui finalement a été adopté. C'était le titre que j'avais au départ, et puis pour des raisons de peut-être d'efficacité communicationnelle, je ne sais pas, on m'a convaincu que olympique, ça serait mieux. Olympique au pluriel. Soit. Et on m'a dit en même temps, fais attention, le comité olympique est assez tatillon sur les questions d'appellation. Je me suis renseigné auprès du COJO, en particulier l'émanation française, enfin locale du CIO. On m'a dit, il n'y a pas de problème, olympique, pas de problème. Et 6 mois avant l'ouverture de l'exposition, je reçois un mail, nous recevons un mail du CIO, nous disant que si on employait ce titre, on avait un procès. Voilà. Ce qui montre à quel point toutes ces grosses machines internationales, supra-étatiques, s'approprient de plus en plus de choses, dont le langage commun. Voilà, je laisse ce fait à votre appréciation. Alors, avant de vous parler strictement de mon sujet, qui est l'art contemporain et le sport, quelques précisions, et je vais effectivement redire un peu ce qui vient d'être dit, parce que entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, il y avait certes des jeux, des affrontements athlétiques, sportifs, mais il y avait aussi, dans certains, pas à Olympie, mais à Delphes par exemple, pour les Jeux Pythiques, il y avait aussi des compétitions, des joutes musicales, poétiques, etc. Et c'est sur cette idée que Pierre de Coubertin a voulu aussi que dans les Jeux modernes, pas tout de suite, mais en 1912, comme on vous l'a dit, et jusqu'en 1948, a voulu associer aux Jeux olympiques physiques, enfin athlétiques, des Jeux artistiques. Voilà, le pentathlon des muses. De mon point de vue, ce fut un échec. Ce fut un échec parce que Coubertin a pensé qu'on pouvait retranscrire sur le contexte contemporain ce qui s'était fait dans la Grèce antique, dans un contexte culturel, sociétal totalement différent, où le sport, la guerre, l'art et le sacré étaient un tout vraiment homogène. Dans les catégories que Pierre de Coubertin a établies et où ont concouru des artistes, parfois on ne donnait même pas de médaille tellement les participations étaient faibles. Et quand on reprend l'ensemble des artistes qui ont participé à ces Olympiades, quasiment personne qui est compté au XXe siècle. Quasiment personne. Et c'est assez normal. Vous savez bien, vous êtes dans un musée où il y a des avant-gardes qui figurent. Les avant-gardes se sont définis sur des ruptures. C'était pas le Grand Prix de Rome, ça avait déjà du plomb dans l'aile. Et c'était pas pour obéir à des injonctions de ces messieurs du CIO,
du genre il faut illustrer chaque sport, il faut ceci, cela. C'est pas fait pour un artiste moderne. Donc, je crois que c'était un échec, mais un échec, à mon avis, attendu. Il n'y a que Coubertin, même au sein du CIO, il y a des tas de gens qui étaient contre. Il n'y a que Coubertin pour y avoir cru. Voilà. Mais quand même, moi j'en tire une leçon, en tout cas, enfin une leçon, non pas une leçon, mais une confirmation de ce que je pense profondément et qui est un peu à la base de mon travail sur ce sujet-là au moins, c'est que le sport, ce n'est pas l'art. Et l'art, ce n'est pas le sport. Il faut le dire et le redire. Zinedine Zidane, c'est pas un artiste. C'était un merveilleux footballeur, c'est pas un artiste. Et Georges Mathieu, c'est pas un sportif. Hein, ou Jackson Pollock, c'est pas des sportifs. Même Yves Klein. Yves Klein, c'est un sportif, mais quand il fait du judo, c'est pas un artiste. Quand il fait du judo, excusez du peu quand même, hein, c'est le premier européen, sauf erreur, ceinture noire, 4e dan. C'est un sportif quand il fait ça. Et quand il fait ses monochromes bleus, même si il s'entraînait parfois au judo entouré de monochromes bleus, quand il fait des monochromes bleus, ce n'est pas non plus un sportif. Voilà. Et pourtant, on ne peut pas nier que le sport et l'art n'ont cessé de se croiser depuis l'aube de la modernité. Et en gros, depuis les années 1860. Vous savez, le mot sport est un vieux mot français. Chez Rabelais, on le trouve. Des sports, des sportés, se divertir. Il est devenu un peu anglais au fil des siècles, mais il est revenu en France au milieu du 19e, sous le titre d'un journal, Le Sport. Voilà. Et depuis, évidemment, le sport s'est structuré, s'est organisé à coup de règlements, de championnats, de fédérations, etc. Et c'est devenu vraiment tout ce que l'on sait. Et parallèlement, les artistes sortaient de l'atelier, Barbizon, vous connaissez, et puis Manet, Monet, qui peignait les régates d'Argenteuil, et puis de gars qui traînaient sur les champs de course, etc., etc. Tout ça est concomitant. Et j'aime bien citer la date de 1863. 1863, c'est l'année où Manet peint Olympia. Olympia, c'est au moins le point de vue de Georges Bataille, c'est l'une des portes vers la modernité artistique. Mais 1863, c'est aussi l'année où en Angleterre, le football et le rugby se séparent. Voilà. Et des concomitances de ce type, il y en a beaucoup. Alors, bon, c'est pas le sujet, mais on ne peut pas parler des années d'aujourd'hui sans revenir un peu, même rapidement, sur ce XXe siècle où sport et art n'ont cessé de se croiser. Je pense en particulier à cette fascination du début du siècle pour le mouvement, à travers la chronophotographie, par exemple, à travers le cinéma, ça va sans dire, aussi à travers le futurisme italien, fascinés eux aussi par le mouvement. Ce sport et ces artistes qui vont servir aussi les régimes politiques, que ce soit les régimes totalitaires ou les régimes démocratiques. Les deux ont beaucoup utilisé et l'image du sport et les artistes pour leur propagande. Et ça s'est terminé fort mal, par exemple ces images à la fois fascinantes et extrêmement vénéneuses de la cinéaste nazie Leni Riefenstahl. Voilà. Et puis le XXe siècle, enfin si vous allez dans les musées du XXe siècle, si vous allez par exemple au musée d'art moderne de Paris, en entrant dans les collections permanentes, vous tombez devant le Robert Delaunay sublime, qui est l'équipe de Cardiff. Voilà, c'est quasiment la quintessence de toutes ces problématiques du début du siècle. Et puis, si on s'intéresse un peu à ces choses-là, mais il est moins dans les musées parce qu'il était quand même un peu spécial, c'est Arthur Cravant.
Arthur Cravant, un dadaïste de la première heure, un champion de boxe, poids lourd, poète, critique d'art, neveu d'Oscar Wilde quand même, et aussi, je pense, peintre. Il a commis quelques tableaux sous un autre nom, etc. Il a boxé à Barcelone contre Jack Johnson, le champion du monde. Il s'est pris une raclée, enfin il a couru devant lui. Johnson disait de Cravant, je l'ai vu de derrière. Et voilà, c'était une pantalonnade sans nom, mais assister à ça, Picabia, Delaunay, etc. quand même, vous voyez. Voilà. Alors, Cravant, pour moi, c'est très important. C'est celui qui a fait de sa vie une œuvre d'art, de sa courte vie, une œuvre d'art. Voilà. Et puis tout au cours du XXe siècle, l'art et le sport se croisent de façon sporadique. Vous savez, l'expression du XXe a beaucoup oscillé entre une tendance à l'abstraction et une tendance à la figuration. Quand la tendance à l'abstraction était dominante, évidemment, le sport était absent ou quasiment. Bon, certains ont fait la synthèse, comme Nicolas de Staël et ses footballeurs, hein, par exemple. Aussi, dans la deuxième moitié du XXe, un peu avant la période dont je vais vous parler, les derniers feux, pourrait-on dire, du pop art, je pense en particulier au portrait de star de Andy Warhol, parmi lesquels il y avait des sportifs, évidemment. Hein. Il devait y avoir Borg, je pense, ça c'est très tardif, mais il devait aussi y avoir Cassius Clay. Je ne sais pas si c'était Cassius Clay ou Mohamed Ali, ça dépend de la date du tableau. Voilà. Alors, quand dans les années 1990, j'ai commencé à m'intéresser à cette question des liens de l'art et du sport, vous voyez que je n'ai pas attendu les Jeux Olympiques de Paris 2024, en fait, j'avais déjà travaillé avant à une anthologie du football dans la littérature, qui n'a pas été publiée, mais qui m'a demandé quand même une année de travail, qui m'a beaucoup intéressé. Et en fait, je me suis aperçu après que ce soit les liens de l'art, du foot et de la littérature, ou les liens de l'art et du sport, chez moi, ça venait du même endroit. C'est-à-dire, moi, j'ai été élevé sur les bords des terrains de foot et sur le bord des critériums cyclistes ou dans les tournois de Duc-Bretonne, dans la campagne finistérienne d'où je viens. Donc, je viens d'une culture populaire. Après, comme vous tous, je suis allé à l'école et j'ai appris des choses. Mais je crois fermement à cette unité de la culture. C'est-à-dire, je ne crois pas à l'opposition culture populaire, culture savante. Mais il y a des moteurs intimes qui déclenchent des recherches. Et c'est un sujet intéressant. Y compris d'ailleurs dans la recherche scientifique, y compris dans les sciences dures, on est souvent frappé du ressort intime à partir duquel certains prix Nobel, par exemple, ont travaillé. Alors, pourquoi ce sujet ? Je ne suis pas un spécialiste du sport. J'aime le sport, mais je ne suis pas un spécialiste. Mon domaine, c'est l'art. Hein. Et il se trouve que dans ces années-là, jeune critique d'art, je travaillais avec des artistes qui m'intéressaient. Et ça m'a frappé très tôt de m'apercevoir que, eh bien, beaucoup de ces artistes s'intéressaient au sport, faisaient du sport et utilisaient le motif sportif pour produire de l'art. Je me dis, tiens, c'est pas moi qui cherche une bonne idée par laquelle me distinguer, c'est juste un constat d'observation du terrain de l'art. Hein, parce que je suis un critique de terrain, comme on dit. Ces premiers artistes avec qui je travaillais s'appellent toujours, alors Dieu, Pascal Rivet, Jacques Julien, Roderick Buchanan, Neil Bex. Certains étaient nantais. Je suis venu à eux pas mal par Nantes et Saint-Nazaire, à une époque où je fréquentais plus la scène artistique nantaise que la scène artistique rennaise. Voilà.
pourquoi ces gens-là s'intéressaient au sport dans les années 90, je crois que ça tient au fait que après une période un peu l'art se citant lui-même, un peu l'art pour l'art, le contexte est revenu en force. Le contexte politique, économique, sociologique, éventuellement religieux, est revenu en force et les artistes y sont jetés comme des morts de faim. Et je crois que c'est à partir de là, parce que précisément à cette époque-là aussi, le sport occupait vraiment tout le fond d'écran des représentations sociales. Depuis ces années, vous savez bien qu'on peut, sur une multitude d'écrans différents à la fois, regarder du sport 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est vraiment un fond d'écran. Et comme je crois que l'art, l'objet d'art, s'inscrit comme ça dans une série d'objets sociaux, eh bien, c'était assez naturel que l'art et le sport se croisent. Le sport étant devenu ce que le grand anthropologue Marcel Mauss aurait appelé un fait social total, en ce sens qu'il recouvre à peu près tous les aspects de la société. Voilà, et c'est dans ce contexte que l'art s'empara du sport. Et le sport ne s'en rendit pas compte. Alors, je vais vous parler de ces 30 dernières années avec des images plus récentes, parce que la plupart de mes images, je les ai prises dans mon exposition marseillaise, pour vous donner des choses sur lesquelles certaines sont un peu anciennes, mais quand même. Alors, voilà l'identité visuelle de l'exposition. Vous voyez, il y en avait un peu partout en ville. Alors, je vais articuler mon propos, les vraies images d'œuvre vont venir bientôt. Je vais articuler mon propos autour de 2 axes. Parce que je trouve que, bon, c'est un gros sujet, hein, il faut bien trouver des angles, sinon on se disperse totalement. Si vous voulez, il y a 2 choses. Il y a d'un côté ce que l'art dit du sport, voir ce que l'art fait au sport, ça c'est ambitieux. Et de l'autre côté, et c'est celui-là peut-être qui m'intéresse le plus, quoique, c'est ce que le sport dit de l'art, ce que le sport fait à l'art. Et là, je suis sûr de ma réponse, c'est évident que le sport dit de l'art et fait à l'art. Alors, premier piège à éviter, c'est de considérer que l'art serait une illustration du sport. Ça, c'est le piège. Dès qu'on fait une exposition thématique, on est un peu exposé à ça. C'est-à-dire que l'art vienne illustrer une idée, un fait. Les librairies regorgent de livres sur, je ne sais pas, l'art et l'alimentation, l'art et la ville, l'art et le sexe, etc. Par ailleurs, beaucoup de livres qui traitent de l'alimentation, de l'amour, du sport, utilisent l'art comme iconographie, tout simplement. Ça, c'est le piège. C'est le piège à éviter. Ce n'est pas ces questions-là que je veux poser, en tout cas. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas personnellement à l'autonomie de l'art. Je pense que l'art est un fait anthropologique général qui s'inscrit dans les sociétés humaines et qui s'inscrit dans des séries de représentations qui vont de l'objet vernaculaire jusqu'à l'objet religieux ou l'objet mythique, et que l'art fait partie de cette chaîne. En revanche, l'art est foncièrement sa spécificité. C'est-à-dire que quand vous faites de l'art, ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez pas le faire avec autre chose que de l'art. Voilà.
Sinon, vous devenez sociologue, ou économiste, ou prêtre, ou je ne sais pas quoi, ou sportif. Voilà. Alors, ça c'est la première chose. Et je ne crois pas non plus que l'art soit, l'obsession de l'art, ce soit de louer ou de blâmer le sport, par exemple. Vous voyez, l'art ne se positionne pas pour ou contre le sport. L'art est un peu taquin, parfois, avec le sport, quand même. Mais enfin, d'ailleurs, être pour ou contre le sport, c'est un peu débile. Hein. Je sais pas, c'est comme si on disait, moi je suis pour ou contre la mer, par exemple, ou je suis pour ou contre les nuages. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. On ne peut pas s'y intéresser, mais voilà, c'est un fait tellement établi que... Voilà. Alors, cela dit, l'art, parfois, les artistes, en tout cas, regardent le sport avec un œil soit critique, soit revendicatif. Et le sport est merveilleux pour ça, hein, évidemment. La guerre aussi, d'ailleurs. Voilà. Alors, la première image que je vous montre, c'est une série de sculptures d'un jeune artiste français, Luca Anargyros, qui a longtemps vécu à Copenhague. Et vous voyez, c'est une œuvre très simple. Hein. C'est deux motards, deux couples de motards, pardon, hommes. D'ailleurs, c'est souvent des hommes, les motards, hein, de compétition, pour l'instant en tout cas. Et sur leur combiné, ils sont enlacés. Ce sont des couples amoureux. Ils sont enlacés donc au sol. Bon, ça fait beaucoup d'écart hein, par rapport à la norme du milieu de la moto. Et au lieu des publicités qu'on lit d'habitude sur les combinaisons de motards, eh bien, Luca Anargyros a inscrit des insultes homophobes. Voilà, pédale, tafiole, voilà, tout. Et pas qu'en français. Parce qu'il n'y a pas qu'en français que ça se passe. Voilà. Alors, évidemment, la cause est entendue, on sait de quoi il parle. Mais en même temps, et c'est pour ça que l'art, c'est pas non plus juste un tract, c'est un sculpteur, c'est de la céramique hein, pour la matière. Et c'est un garçon qui pose des questions de sculpture. Vous voyez, l'échelle, par exemple. Hein, quelle échelle adopte-t-on? Bon, voilà, ça c'est une échelle à 5, sinon ça ne marche pas bien. La question du socle, hein, le rapport au sol. Voilà, tout ça c'est des questions spécifiques à l'art. Sinon, on peut manifester contre l'homophobie. C'est encore possible et autre chose. Voilà. Même chose pour l'artiste australienne, enfin d'origine irlandaise, Fiona McMonagall. Je vous montre juste une image, ça s'appelle Le Ring, mais en fait c'est un film d'animation. Elle a fait un film d'animation à partir, non pas de dessin, mais d'aquarelle. Enfin, une forme de dessin si vous voulez. Mais bon, vous imaginez le boulot déjà hein, pour faire un film d'animation à l'aquarelle. Et il s'agit de... Le sujet, c'est les femmes boxeuses. Et la pièce Ring, vous l'avez vu là, c'est écrit, elle date de 2014. Je vous rappelle que la boxe féminine est devenue discipline olympique en 2012, simplement, aux Jeux Olympiques de Londres. D'accord? Voilà. Alors, beaucoup d'artistes se positionnent soit sur le plan du féminisme, soit sur le plan du racisme, très clairement. Celle-ci, c'est aussi une capture vidéo de Power, qui est un peu plus ancienne, vous voyez, de Salatika, une artiste finlandaise, où on voit cette jeune et frêle jeune femme qui boxe contre un gros costaud, non pas sur un ring, mais sur un carré blanc, sur fond de musique de Bill Conti, de Rocky. Et c'est l'artiste elle-même. Et elle boxe dans la tenue des hommes, c'est-à-dire torse nu. Et vous imaginez qu'en 25 ans, j'ai vu passer beaucoup d'œuvres sur ce sujet. Et au bout de 25 ans, je continue à penser que Power de Salatika, je la placerai encore sur le podium, voire sur la première place. Tellement c'est une œuvre magistrale. Voilà.
chefs-d'œuvre. Ils n'étaient pas des chefs-d'œuvre. Hein. Parfois, on a peur de ce mot chef-d'œuvre. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est pas qu'en art, d'ailleurs. Voilà, les compagnons du devoir font aussi des chefs-d'œuvre. Certaines actions humaines sont des chefs-d'œuvre. Voilà. Autre femme boxeuse, c'est un tropisme, ça, dans mon travail. C'est pas une invention ni autre chose. C'est qu'il y en a plein, des artistes femmes qui utilisent la boxe et qui se sont initiés à la boxe pour travailler leurs œuvres. Ici, c'est une artiste polonaise, Susanna Janin, qui s'est initiée à la boxe pour boxer contre le champion de Pologne de l'époque, des années 1910-1912. Inutile de vous dire que c'est David contre Goliath, bien sûr, mais ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de produire un rapport de force dans un contexte esthétique. Et en particulier, cette vidéo, elle est très belle dans le rapport du rouge et du blanc, en particulier. Parce que, voilà, ça c'est une question d'art, pas une question de boxe. Et puis à côté, c'est une installation, hein, il y a les 4 coins du ring et la corde. On y est en plein là, dans les Jeux paralympiques. Hein, on oublie que les JO, ce sont les JOP, et que voilà, vous voyez tous les jours à la télévision des épreuves de handisport. L'artiste Suzanne Strassmann a réalisé toute une série de portraits de paralympiques, aidés par une firme allemande qui lui a fourni les modèles de prothèses en particulier. Mais Strassmann, ce n'est pas juste une opportunité de Jeux Olympiques, elle a toujours fait des portraits sociaux. Des portraits, voilà. Donc là, ce sont les athlètes handisport. Et la question n'est pas de savoir si c'est bien de montrer des athlètes handisport ou pas. La seule question qui vaille, à mon avis, c'est est-ce que ce sont des bonnes peintures ou pas, hein. C'est ça la question, bien sûr. Marilyn Terrier, même chose. Elle aussi revendique. Alors elle est plus sensible aux questions de transgenre. Et vous savez combien, encore pendant ces Jeux Olympiques, et ce n'est que le début, on se pose ces questions-là. Hein, il y a des polémiques, tel athlète va se voir refuser de concourir chez les femmes parce qu'elle a trop de testostérone. Bon, c'est des questions qui n'ont pas fini de se poser et qui brouillent toutes les catégories admises jusqu'à présent. Ici, c'est un hommage à Caster Semenya, qui est un athlète transaméricain. Elle a beaucoup fait ça. C'est une très bonne dessinatrice. C'est du crayon sur papier. Voilà. Quelques exemples. Et puis aussi, là aussi, l'art dit les choses du sport. La photo n'est peut-être pas très bonne, mais vous avez compris qu'il s'agit d'un cyanotype, hein, c'est-à-dire une impression bleue, là sur tissu, hein, par contact direct avec la lumière sur un tissu imbibé de fixateur ou de révélateur, enfin, je ne connais pas la technique. C'est le plus grand cyanotype du monde, jusqu'à preuve du contraire. C'est un filet de tennis, en fait. C'est homothétique, bien sûr, puisque c'est comme les photogrammes, si vous voulez, hein, c'est à l'échelle 1. Donc, c'est un filet de tennis, la taille d'un filet de tennis, et c'est un hommage à Althea Gibson, Althea Inglo ici, qui est la première tenniswoman africaine-américaine qui a participé à des tournois du Grand Chelem et qui en a gagné. Voilà. Et autre artiste africain-américain, Noel Anderson, Noel W. Anderson, lui, son médium, c'est la tapisserie. C'est une œuvre magnifique, ça fait 5 mètres de côté et 2,50 mètres ou 3 mètres de haut. Et ça flotte comme ça dans le champ de l'exposition. Et ça double la distorsion des figures. Parce que ces figures ne sont pas comme ça, toutes droites. C'est déjà distordu, un peu comme on peut le faire avec Photoshop, vous voyez. Et il s'agit exclusivement chez lui, là, de joueurs noirs de la NBA. Et de
chez lui, son propos, c'est de voir comment le corps noir est érotisé dans le cadre de la NBA et pas toujours seulement pour des motifs avouables. Ce que l'art dit du monde et du sport dans le monde, ça peut aussi concerner la mondialisation et le commerce mondialisé. C'est une jeune, je suis très heureux de montrer cette artiste, c'est une jeune artiste marocaine, Mariam Abouzid Souali, grande intellectuelle par ailleurs. Elle a fait sa thèse sur Sophie Calle et Georges Perec aux États-Unis, et elle est peintre. Et en particulier, non, je ne peux pas. Si, je peux. En particulier, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est un saut en hauteur. Voilà. Mais c'est aussi un saut en hauteur sur fond de ciel menaçant, et en dessous, il y a des containers. Et je reviendrai peut-être là-dessus tout à l'heure, mais déjà, le sport s'inscrit aussi dans un contexte du capitalisme mondialisé. Les containers en sont l'un des emblèmes, mais aussi, c'est une question de peintre, vous voyez, c'est une question de peintre, c'est-à-dire que les containers, ce sont des motifs géométriques, ce sont quasiment des abstractions, hein, puisque en l'occurrence, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça permet de poser des questions de peinture et de tableau, en particulier celle de la troisième dimension. Voilà. Si j'arrive à... Ah oui, j'y arrive. Voilà. Je vous montre un peu d'image. Le regard des artistes sur le sport, c'est aussi parfois un regard un peu amusé, un peu ironique, un peu décalé. Ça, c'est un extrait, parce que c'est plus grand sa pièce, d'une installation de Thomas Tudou, qui est un jeune artiste français, qui s'appelle Les Panthéons. Et vous voyez que Panthéon, pardon, et vous voyez qu'il y a deux sortes d'objets. Il y a des sculptures et des peintures. Les sculptures, c'est des bougies en cire, mais ça représente des coupes. Donc, d'une certaine manière, ce sont des vanités, parce que la gloire, comme le reste, vanitas vanitatis. Et donc, c'est une vision du sport un peu à contre-courant. Et c'est doublé par des petites peintures façon médiévale, qui sont un peu comme des ex-voto, très bien faites, et qui représentent des records du Guinness Book. Donc, le record porté à son acmé de stupidité, mais aussi de gloire. Même propos chez Jean-Baptiste Gane. Le titre est éloquent. Détumescence. Parce que forcément, il y a des jours sans. Et la gloire du sport, c'est aussi la misère du sport. C'est des coupes qu'il a trouvées chez Emmaüs, dans des ressourceries, et qu'il a resculptées. C'est-à-dire qu'il ne les a pas achetées comme ça. Il les a achetées bien belles et bien propres. Et puis il les a un peu cabossées. Voilà. Thomas Watebled, c'est un jeune artiste français, c'est aussi un très bon sportif. Là, à force d'être jeune artiste, il n'est plus si jeune. Et sa carrière de sport est passée du 110 mètres haies au 3000 mètres steeple. Pour la quarantaine, c'est mieux le 3000 mètres steeple. 110 mètres haies, c'est franchement pas conseillé. Et donc Thomas a toujours joué avec l'idée du podium. Vous voyez ? Et dans cette vidéo, qui est assez drôle, on le voit aux prises avec un podium. Il ne sait pas quoi en faire, et surtout il cherche sa place, la quatrième. Parce que bon, les trois premières sont prises. Hein, c'est la quatrième en dehors du podium. Et quand vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous asseoir. Sur quoi ? Sur un podium, bien sûr. Même chose, même regard ironique chez Marianne Dupin. Un podium roots, un podium rustique, avec quand même une section de colonne grecque, et dessus, deux chaussures qui sont de pied gauche. Et c'est une sculpture pour l'extérieur. C'est-à-dire que, je pense, là c'est montré au FRAC à Marseille,
s'ils nous font des orages comme on en a eu hier et avant-hier, ou hier plutôt, à mon avis, le podium, il va en prendre un sacré coup. Mais c'est tout à fait dans le propos de l'artiste. Alors, vous voyez que ce sont des questions, les questions liées au racisme, à l'homophobie, à la question du genre, à la mondialisation. Entre ma première expo en 2000, La beauté du geste, le livre il est paru 5 ans après, mais la première expo c'était en 2000, et aujourd'hui, des exploits des chefs-d'œuvre, eh bien il y a 25 ans, à peu près, c'est-à-dire une génération, c'est-à-dire 2 époques. À l'époque, quand on faisait une liste, quand je faisais une liste spontanée d'artistes pour ces expos-là, 80% d'hommes. 80%. Cette fois-ci, au FRAC, 50-50. Ça veut dire que les choses ont changé à divers niveaux. 1, il y a plus de femmes qui font de l'art autour de ça. Et 2, on les regarde davantage. Et je suis assez content. Je ne suis pas un obsédé de la parité, hein. Mais il se trouve qu'au FRAC, on l'atteint à peu près. Au MUSEM, on n'y est pas. Au MAC non plus. Mais bon, voilà. C'est simplement que, quand même, des choses ont beaucoup changé. Et je crois qu'on peut s'en féliciter. Voilà. Alors, je suis un peu perdu dans mes feuilles, vous m'excuserez. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Oui, encore des œuvres un petit peu sur le clin d'œil et sur l'humour. Malheureusement, l'image ne va pas vous donner peut-être un peu... Vous voyez le vélo? Je le brandis un peu, mais est-ce que vous arrivez à percevoir qu'il est tout troué? Il est tout troué, partout. C'est-à-dire les roues, le cadre, le guidon, la selle, il est plein de trous. Et c'est un duo d'artistes britanniques qui vit à Marseille, qui s'appelle Gethan and Miles, qui a conçu ce vélo. Eux, c'est des super cyclistes. Hein. C'est des super cyclistes, mais ils vivent aussi dans une période du cyclisme un peu tourmentée. Quand on voit Vingegaard, quand on voit Pogacar boucler le Tour de France, mais à des vitesses, on se dit, il y a un truc. Bon, ils sont contrôlés tous les jours. Et on ne trouve rien en chimie. Et donc est né un fantasme qui est le dopage mécanique. Bon, il y a un truc peut-être, on ne sait pas où. Bon, on ne trouve pas non plus. Hein. Mais ça, c'est un petit peu le clin d'œil de Gethan and Miles. On n'a qu'à trouver le vélo, il va être plus léger. Il a une excellente prise au vent. Et puis voilà. Sauf qu'à force de trouver le vélo, évidemment, il n'est plus solide du tout et il finit par mourir. Et Gethan and Miles ont souvent gravi le mont Ventoux à vélo. Et sur les pentes du Ventoux, il y a un petit monument en mémoire de Tom Simpson, leur compatriote, le premier, historiquement, à avoir été victime du dopage, puisqu'il est mort sur les pentes du mont Ventoux. Voilà. Je vais avancer un peu parce que le temps passe vite. Si je vous dire un mot, bon, ça c'était des photos de jeunes tenniswomen par l'artiste Camille Holz. C'est une très belle série de photos qui parlent plus de l'adolescence d'ailleurs que du sport à mon avis, mais c'est toutes des futures championnes. Et puis Buchanan. Buchanan, j'ai fait sa connaissance à Saint-Nazaire, je ne sais plus en quelle année. C'était les ateliers internationaux des Pays de la Loire, que Jean-François Tadei, le regretté Jean-François, organisait. On continue d'ailleurs à les organiser, ces ateliers. Et il y avait des Écossais. Voilà. Et il y avait Roddy Buchanan. Et on s'est connus à ce moment-là, ça fait 25-30 ans. Et on est restés très, très amis et très proches depuis. Buchanan fait partie de cette génération de Glasgow qui a connu des stars, hein, Douglas Gordon en particulier, avec qui il est très pote. Cette œuvre, qui est à peu près illisible de là où vous êtes, même de là où je suis, c'est en fait un journal Instagram d'une année. C'est-à-dire que tous les jours, pendant, je ne sais pas, 2023, puisque là,
il a posté des messages Instagram autour de sa passion du football. Et au bout du compte, ça fait 360 à peu près posts qu'on a imprimés et traduits en français. Et pour nous, ça avait, d'une part, c'est une belle œuvre, c'est quelque chose de très sensible, de très personnel, mais c'est aussi une des rares œuvres en lien avec les réseaux sociaux que j'ai montrées dans l'exposition. Et voilà. Pascal Rivet, c'était aussi l'un des premiers, imitateur formidable ici de Fabien Barthès. Il a aussi imité Pantani grimpant les pentes des montagnes avant de mourir. Pascal Rivet, c'est quelqu'un qui imite les sportifs, mais qui les admire en même temps, un peu comme les ados, si vous voulez. Il faisait ses photos dans sa chambre, enfin, c'est très touchant, c'est très drôle. Ici, une œuvre beaucoup plus récente d'un sculpteur japonais, Taro Izumi. Certains ont peut-être eu l'occasion de la voir au Palais de Tokyo. Vous savez, quand on est gosse, qu'on regarde le sport, il y a toujours des gestes qu'on aimerait refaire. On ne sait pas toujours les faire. Moi, je vous avoue qu'en retournée acrobatique, j'étais pas très fort. Mais là, c'est un retourné acrobatique. Donc, il y a une photo d'un joueur, sans doute anglais. C'est peut-être Bobby Moore, c'est une vieille photo. Et Taro Izumi a mis au point une prothèse dans laquelle vous pouvez vous glisser pour faire votre retournée acrobatique sans risque. Et vous êtes photographié, et ça fait la photo du dessus. Et tout ça, ça fait une œuvre un peu composite, une sculpture et 2 grandes photographies. C'est assez réjouissant, il en a fait beaucoup comme ça. Voilà. Et puis, bien sûr, pour ceux qui sont des familiers du musée, dont je ne doute pas que vous faites partie, j'ai fait une mini-exposition à la Séchasse, au MAC, puisqu'au MAC, c'était surtout des peintures. Et voilà. J'étais heureux de faire ça, d'abord parce qu'Alain est un merveilleux artiste et un proche ami, mais l'œuvre du milieu est l'une des dernières qu'il ait vraiment faite sculpture-peinture. Ça s'appelle La Monitrice, et il se trouve que je l'avais montré 20 ans avant, dans une exposition dans la région parisienne. Et à côté, je pense qu'il y a des œuvres qui étaient montrées ici, hein, Gaël, tu confirmes, dont la fameuse lanceuse de crêpes. Voilà. Et quand je présente l'exposition à Marseille, je dis toujours aux gens, je l'ai mise parce que je suis breton et le lancer de crêpes, en fait, c'est le sport national breton. Voilà. Des objets comme ça qu'on détourne, patin à glace qui sert de trancheur de pain. Cet objet improbable de Laurent Perbos, un ballon au carré, vraiment abyssal de je sais pas quoi. Ça me fascine, ça. Ça me fascine parce que c'est tellement improbable, c'est tellement l'anti-objet que c'est assez réjouissant. Bien. On pourrait comme ça continuer longtemps, mais j'ai encore à vous parler d'essentiel, c'est-à-dire ce que le sport dit de l'art. Vous savez qu'au Moyen-Âge, à la Renaissance, l'apport de l'art en termes de théologie est assez faible. Comme aujourd'hui, l'apport de l'art pour le sport est assez faible. En revanche, la théologie comme le sport ont prescrit énormément de formes, énormément de sujets. Hein, tout l'art qu'on appelle l'art religieux, on peut l'appeler l'art tout court, hein, qu'il soit médiéval ou renaissant, évidemment est imprégné de préconisations, voire d'injonctions d'ordre théologique. Le sport a donné à l'art beaucoup de choses. En particulier, ça ne vous a pas échappé que le matériel fonctionnel du sport, que ce soit les ballons, que ce soit les buts, que ce soit les tracés de terrain, enfin tout ça, ce sont des formes géométriques. Ce sont des formes géométriques. Hein, à peu près tous. Le rectangle, le carré, la sphère, le cercle, etc., etc. Mais ce ne sont pas des abstractions, ce
sont des objets réels. Et quand un artiste comme Raoul de Keyser peint ce tableau, Raoul de Keyser, pour moi, c'est l'un des grands peintres de la fin du XXe siècle, artiste belge. Quand vous regardez ça, et que vous n'êtes pas dans une conférence sur art et sport, vous vous dites, ah, la grille moderne. Bon, les Américains. Mais Raoul de Keyser, avant d'être peintre, il était journaliste sportif. Et bien sûr, là, vous dites, ah oui, ok, la grille moderne, mais aussi le filet du but de foot, hein, bien sûr, ou de tennis. Mais vous voyez que ça sème un trouble. C'est pas un tableau abstrait. C'est un tableau sur le motif. C'est un tableau figuratif. Et ce brouillage des lignes, extrêmement salutaire, hein, aujourd'hui, plus personne de sérieux vous dira qu'il y a d'un côté l'art abstrait et de l'autre l'art figuratif. Enfin, c'est des catégories assez perméables. Voilà. Quand vous prenez une peinture de Christian Babou, c'est plus identifiable immédiatement. Là, on voit que c'est une piste, voilà, avec des numéros, etc. Un couloir, ou des couloirs. Mais n'empêche que Babou, qui est un merveilleux peintre, un peu méconnu, hein, qui a disparu il y a une quinzaine d'années, un peu plus, français, Babou s'intéresse, sa série, c'est un immense corpus sur le sport qui s'appelle Surface de réparation, et vraiment ça l'a inspiré en tant que structuration du tableau. C'est quelqu'un qui réfléchit sur le tableau. Et l'univers du sport, lui c'était un rugbyman, mais l'univers du sport, évidemment, lui a fourni tout cet outillage. Quand vous regardez ça, c'est une photographie. Frédéric Lefebvre, c'est un artiste belge qui vit en France, pas si loin d'ici d'ailleurs, je crois que c'est en Charente, actuellement qu'il vit. Merveilleux photographe, un petit peu dans la descendance des Bécher et des codes de Düsseldorf. Il s'est fait connaître par des tribunes de terrain de foot, et là, il a photographié de façon pas systématique, mais quand même, les frontons de pelote basque. Il a donc été au Pays Basque, des côtés de la frontière et dans les Landes, et je crois qu'il en a répertorié 350 à peu près. Bon, c'est pas exhaustif. Mais quand vous regardez ça, vous vous dites, ok, c'est un fronton, c'est un sujet figuré, figuratif. Mais c'est un monochrome. C'est un monochrome. C'est un monochrome dans le paysage. Vous voyez? Là aussi, on est dans des frontières un peu troublées. Je reviens à Mariam Abouzid Swali. Le monde, le réel, et celui du sport en particulier, lui a donné des formes pour ces tableaux. Et c'est pas qu'elle ait inventé la chose, mais elle l'a quand même poussé assez loin. Vous voyez, il s'agit d'un tableau, mais il s'agit d'un tableau dont le sujet constitue les bords. Vous voyez, donc la découpe, vous voyez que c'est voilà, c'est une découpe extrêmement précise. Et le sujet, le tableau deviennent un objet en fusion. Voilà. Ça s'appelle Floating Numbers. Et vous voyez que la signification du tableau, entre autres, se trouve ici, par ce ballon de foot qui est entre les jambes d'un des adolescents. On sait qu'il y a un nouveau trafic des êtres humains autour du sport, en particulier venant d'Afrique. Voilà. Mais elle dénonce ça. Mais en fait, le sport et le sujet lui donnent aussi une manière de réinventer le cadre, de réinventer la surface du tableau. Comme Guillaume Bresson. Guillaume Bresson a répondu à une commande du Red Star. Je ne sais pas si vous connaissez le Red Star, c'est un club de foot de Saint-Ouen, mythique, parce que très ancien, de l'ancienne banlieue rouge. Red Star, d'ailleurs, c'est pas étoile rouge, comme on le dit dans les anciens pays communistes, vous savez. Non, ici, c'est simplement une rose. C'est le nom d'une rose. Que Jules Rimet, le patron du Red Star à l'époque et le fondateur du mondial de football, avait offert à sa femme. Anecdote. C'est bien un tout petit peu. C'est un polyptyque, vous voyez. C'est
C'est un polyptyque, ça fait 150 de haut à peu près. C'est un truc de dingue. Si j'agrandis un peu, vous voyez les petites surfaces en bas, ça fait 10 cm, 20 cm. Hein. C'est peint au pinceau, il peint comme Van Eyck en fait. Il peint au pinceau à un poil. C'est vertigineux. Et ça raconte des scènes de vestiaire, ou bien la caméra qui filme, ou bien le gars qui fait les frites pour le stade, etc. Là aussi, pour moi, chef-d'œuvre. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour revenir? Voilà. Ça aussi, vous voyez, le monde du sport donne des sujets à l'art. C'est pas compliqué, hein, c'est un combi hand-basket, on en voit dans l'espace public. Jacques Julliard en fait des herbivores avec pas beaucoup de gestes. Hein. Simplement, il plie d'un côté, et puis il y en a d'autres, hein, il y en a 5 comme ça, il y en a d'autres qui font vraiment penser aux girafes qui vont croquer les feuilles des arbres. Ça aussi, des formes du sport qui arrivent dans la photographie, c'est très beau diptyque de Anguillis Thomas, qui est un artiste africain-américain. Alors, on est toujours dans ce que le sport dit de l'art et fait à l'art. Ça, c'est un tout petit tableau. Ça doit faire, je ne sais plus si c'est 40 sur 40 ou 60 sur 60. C'est tout petit. C'est un tableau de Guillaume Pinart. Pour ceux qui connaissent un peu le tennis, vous avez reconnu Michael Chang. Michael Chang, c'est un joueur de tennis américain d'origine chinoise qui, un jour de 1987, était à Roland-Garros, 8e de finale, contre toute attente, hein, et qui, il avait en face de lui le numéro 1 mondial, la star, Ivan Lendl. Petit Michael Chang devant le grand Lendl donnait pas cher de sa peau. Il perd les 2 premiers sets. La cause semblait entendue, et là, Chang décide de tout changer. C'est-à-dire qu'à chaque coup, il varierait son jeu. Pas de changer de stratégie globale, hein. À chaque coup, il changerait son jeu. C'est ce qu'il a fait, et il a battu Lendl. Et Guillaume Pinart a ce commentaire que je trouve assez génial sur ce tableau. Il dit, enfin sur ce tableau, sur Lendl et Chang, il dit « Lendl n'a pas perdu contre Chang, il a perdu contre le tennis. » Parce qu'il n'a pas su inventer. Un grand joueur de tennis, Dieu sait si Lendl était un immense joueur de tennis, bien sûr, et ce jour-là, Lendl n'a pas su réinventer le tennis. Et Guillaume Pinart dit, c'est pareil pour les artistes. C'est-à-dire qu'un artiste qui, à chaque œuvre, ne réinvente pas son art, est un artiste qui est guetté par l'académisme d'abord, par la répétition, voire par l'échec. C'est un point de vue, hein. Je ne suis pas en train d'asséner les vérités, c'est pas moi qui le dis, mais je trouve que c'est intéressant. Et ça, c'est une manière de faire que Guillaume Pinart a trouvé dans le sport et dans ce tableau de Michael Chang. Bon, après, à mon avis, ce que le sport fait à l'art ou dit de l'art, c'est qu'il est un merveilleux test, un merveilleux outil pour tester les limites de l'art. Les limites dans le sens des frontières. Hein. L'art est sans limite, bien sûr, mais les frontières. C'est-à-dire, qu'est-ce qui... Alors, on ne va pas jouer au jeu des définitions, mais quand même, qu'est-ce que c'est que l'art? Jusqu'où il y a de l'art? Où il y a de l'art? Quand ça s'arrête? Quand ça commence? Vous voyez, là, vous connaissez tous l'histoire du ready-made, évidemment. Où sont les frontières de l'art? Et le sport a donné à plein d'artistes
l'occasion, les moyens de tester les limites de leur pratique. Le fil rouge, si vous voulez. Le fil rouge. Je pense que l'art contemporain, l'art classique avait pour lui, l'art contemporain aussi, quand on fait des tableaux, mais l'art classique avait pour lui les limites physiques de l'œuvre. Depuis le ready-made et depuis l'art conceptuel, les limites physiques de l'œuvre, compliqué, hein? Ça veut dire que à chaque fois que vous êtes devant une œuvre qui n'est pas délimitée par un cadre de tableau ou par les bords de la sculpture, eh bien, c'est à vous d'appréhender la chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, pour vous, est encore de l'art dans tout ça? Et c'est passionnant. Nick Becks installait des parcours de grimpe dans les salles d'exposition. Olivier Tourinck a fait un drôle de truc. Ça a l'air d'un bateau et ça en est. Mais si vous le mettez dans une maison, debout, c'est une armoire. D'où le terme d'armoire bateau. Une vraie armoire avec des portes, des étagères, vous pouvez y ranger vos chemises. Voilà. Mais quand il est couché sur l'eau, c'est un bateau. Mais un vrai bateau. C'est-à-dire, là c'était une armoire bateau école, ça a servi de... Ça ressemble un peu à un optimiste, hein. Sauf que c'est carré, enfin rectangulaire. Donc c'est pas... ça ne fend pas les flots aussi bien. Mais il est quand même homologué par les affaires maritimes. C'est-à-dire qu'il est autorisé à transporter du fret et à transporter des voyageurs. Et que même, il a été question qu'il fasse une traversée de l'Atlantique avec un barreur professionnel. C'est pas le Vendée Globe, hein. Voilà, alors Olivier Tourinck, son art, il le place dans la performance du bateau ou de l'armoire. Vous voyez, c'est pas juste un objet, c'est pas juste une sculpture, c'est qu'il est performé en permanence et qu'il s'affronte au réel. Voilà. Et c'est là que l'art a lieu. Bon, c'est un peu plus flottant, sans jeu de mots, que le cadre du tableau, mais quand même, c'est intéressant comme réflexion. Même chose pour ce projet d'un artiste franco-italien qui s'appelle Wolfgang Netlassen. Wolfgang, il a fondé une équipe de foot, la SV Laska. Il a fondé une équipe de foot qui est une équipe de foot art. Voilà. C'est-à-dire que à peu près tous les joueurs sont des artistes. C'est-à-dire que tout le matériel par exemple, les foulards de supporters, c'est des artistes qui l'ont fait. Là, c'est Thomas Watteblet, que vous avez vu tout à l'heure, etc. En quoi la SV Laska, qui évolue dans un championnat de la région de Milan, très bas dans l'échelle, mais bon, en quoi la SV Laska est une œuvre d'art? Je ne vous donne pas de réponse, hein, mais c'est des questions que posent les artistes. Voilà. Et, je ne sais pas si je vais trop vite ou pas, non, hein, ça fait une bonne heure qu'on a commencé. Alors, je vais conclure, après on pourra parler de tout ça si vous voulez, je vais conclure par une œuvre que je tiens pour une œuvre majeure, d'un artiste majeur, que pas grand monde connaît, qui s'appelle Gilles Mahé. Il est né en 1943, il est mort en 1999. C'est donc typiquement un artiste de la deuxième moitié du XXe siècle. Ça mérite une conférence à lui tout seul, bien sûr, j'en ai déjà faite, mais aujourd'hui, je vais me contenter d'une œuvre, qui va être ma conclusion. Cette œuvre s'intitule « Gilles Mahé joue au golf en pensant à Rudy Ricciotti ». Les dates 1993-1996. Vous connaissez Rudy Ricciotti, c'est un architecte qui depuis est devenu célèbre, qui à l'époque l'était beaucoup moins. Rudy, c'est entre autres l'auteur du nouveau bâtiment du Mucem à Marseille. Rudy et Gilles se sont croisés sur un projet de Gilles à Marseille, donc 92-93. Ils sont devenus amis. Gilles est
était un bon golfeur. Bon, Rudy voulait acquérir une œuvre de Gilles Mahé. Pas facile parce que Gilles, c'est vraiment un artiste de la relation, de la situation, donc il ne fait pas très peu de tableaux, enfin bon, c'est pas très commode de lui acheter une œuvre, mais quand même, il a une idée, Gilles, parce qu'il a toujours des idées, il avait toujours des idées, constamment. Il dit à Rudy, écoute, j'habite à Dinard. À Dinard, il y a un des plus beaux golfs de France. Sauf que c'est très cher et je n'ai pas les moyens de prendre une carte. Je te propose un marché. Tu me payes mon inscription au golf de Dinard. 2 d'ailleurs. Comme ça, je pourrais emmener quelqu'un. 2 inscriptions au golf de Dinard pendant 3 ans, par exemple. Et en retour, je penserai à toi. Un artiste pense à son mécène. Voilà, Gilles Mahé joue au golf en pensant à Rudy Ricciotti. Et en plus, je te donnerai tout ce que j'aurai accumulé qui concerne ma pratique du golf. Ça n'a l'air de rien, mais au bout de 3 ans, le corpus réuni par Gilles Mahé dépassait les 300 pièces. Alors, quelles sont ces pièces? Là, vous voyez, c'est l'installation que j'ai faite au FRAC Sud à Marseille. Vous voyez qu'il y a des tables et que sur ces tables, il y a des documents. L'essentiel des objets sont des documents. En majorité, dans ces documents, il y a des cartes de score. Voilà. Donc, chaque fois que Gilles joue au golf, il remplit sa carte de score et il fait un peu plus parce qu'il développe. Vous voyez, il raconte un peu comment ça s'est passé. Tiens, aujourd'hui, voilà, j'ai joué avec Mathieu. Mathieu, c'est son fils. Il faisait beau. L'autre jour, j'ai mal joué. Là, je suis très content de moi aujourd'hui. J'ai battu Gilbert Brownstone, etc., etc. C'est une sorte de journal personnel, plutôt bien écrit, que Gilles a accumulé donc au fil de ces 3 ans de pratique golfique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des objets divers, comme par exemple des tirs, normal, avec cette sentence vertigineuse de profondeur. Un trou noir, c'est troublant. Mais aussi, vous voyez là, dans ce que vous voyez, il y a par exemple un tableau au fond. C'est un green, un parcours, peint par un ami de Gilles Mahé, qui est l'artiste Jean-Philippe Lemay. Bon, je reviens au document. Gilles, un jour, s'est blessé. Il s'est fait très mal au doigt. Donc, pendant 3 semaines, il n'a pas pu jouer au golf. Et pour ne pas avoir le sentiment de tromper son mécène, il s'est fait examiner et il a eu un certificat médical qu'il a fourni à son mécène, comme pièce, comme quoi il ne pouvait pas jouer au golf. Pour renforcer ces pièces à conviction, il a demandé à son ami et voisin Yves Trémorin, pour moi un des grands photographes français actuels, de lui faire une photo de la main avec le doigt un peu enflé. Voilà. Et ça aussi, ça figure dans l'exposition. Ça aussi, ça a été remis à Rudy Ricciotti avec l'ensemble des objets. Mais, évidemment, vous êtes en train de vous dire peut-être, bon, ok, c'est quand même peut-être un peu du flan tout ça. Éventuellement, foutage de gueule. C'est une question délicate. C'est une question délicate que Rudy Ricciotti s'est posée et il s'est dit, bon, est-ce que c'est de l'art ou pas? Parce que moi, ce que j'ai payé, c'est de l'argent. Est-ce que c'est de l'art? Il y a un moyen de le savoir. On va s'adresser au ministère de la Culture. Et on va faire venir un inspecteur. Un inspecteur à la création artistique. Je ne sais pas si l'appellation existe encore, si je crois. Eh bien, Rudy a écrit au ministère et un des inspecteurs, à l'époque, maintenant il est à la retraite, Paul-Hervé Parcy, est venu à Dinard inspecter Gilles Mahé jouant au golf
en pensant à Rudy Ricciotti. Et il a fait un rapport. Et ce rapport atteste que la partie de golf est réelle et que Gilles Mahé a bien pensé à son mécène, enfin bref, que c'est une... Oui, il faut considérer que c'est une œuvre. Le ministère l'a dit, hein. Bien. Le rapport suit. Vous voyez? Voilà. Alors, bon, après, il y a d'autres documents, il y a des photos, il y a des dessins, il y a plein de choses. Je reviens à l'impression que vous pouvez avoir, que c'est quand même un peu du pipeau tout ça. Soit. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est une œuvre majeure. Alors, problème. Parce que c'est une œuvre qui pose la question de ce que c'est que l'art. À partir du sport. C'est-à-dire, il y a plein de manières d'approcher l'art, hein, mais je ne sais pas si vous avez connaissance de ce qu'on a appelé dans les années 20 le procès Brancusi contre États-Unis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Brancusi, ça vous dit quelque chose, un des immenses sculpteurs du XXe siècle. Brancusi a fait une sculpture qui s'appelle Envol. Il a fait beaucoup d'oiseaux, hein, mais il a fait une sculpture qui s'appelle Envol, en bronze, qu'il a poli longuement, patiemment, et qui a été achetée par le photographe et galeriste américain Edward Steichen. L'œuvre s'est trouvée bloquée à la douane américaine au prétexte que c'était un tas de ferraille. Le douanier a dit « c'est de la ferraille ». Si c'est de la ferraille, c'est taxé 50%. Si c'est une œuvre d'art, c'est taxé 5% ou 0%. Bon. Un enjeu financier réel. Procès. Procès, Steichen et Brancusi intentent un procès à la douane américaine et on a les actes du procès. Hein. C'est assez passionnant parce que chacun venant à la barre témoignait à des charges des plaignants et disant que eh bien, c'est une œuvre d'art puisque c'est fait par un artiste. Gilles Mahé joue au golf en pensant à Rudy Ricciotti est une œuvre d'art parce que c'est fait par un artiste. C'est une œuvre d'art parce qu'elle est reconnue par d'autres artistes, donc par une partie du public et par les pairs de l'artiste. PAIRS. Gilles Mahé joue au golf en pensant à Rudy Ricciotti. Il y a des tas d'artistes qui trouvent que c'est une œuvre géniale. C'est une œuvre d'art, l'envol de Brancusi, parce que c'est une œuvre qui a été achetée par quelqu'un en tant qu'œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est un effet du marché. Pour qu'il y ait art, il faut qu'il y ait de la circulation, que voilà, ça s'achète, ça se vende, etc. Il peut y avoir de l'art sans que ça se vende, hein, cela dit, bien sûr. Mais bon, voilà, quelques critères comme ça qui... moi, quand j'enseignais la philo en terminale, mais il y a quelques années, je leur montrais toujours ça à mes élèves. Parce qu'on a là une approche... Il n'y a pas de définition définitive de l'art, on sait bien. Mais il y a des approches comme ça. Quand y a-t-il de l'art? Quelles sont les limites de cet objet qu'on appelle œuvre d'art? Et l'œuvre de Gilles Mahé, après, le jugement c'est autre chose, hein, c'est autre chose bien sûr. Mais l'œuvre de Gilles Mahé, à mes yeux, est une œuvre d'art parce qu'elle répond à un certain nombre de critères qui définissent ce qu'on appelle à peu près un objet d'art. Après, que ce soit une merde ou un chef-d'œuvre, ça c'est vraiment le jugement de goût, c'est à chacun de voir. Mais je voulais terminer là-dessus, d'abord parce que je n'aurai pas une occasion de parler de Gilles Mahé, mais aussi parce que le sport, et ici en particulier le golf, est l'un des outils, à mon avis, précieux pour approcher ce qu'on appelle l'art. C'est-à-dire, en fait, en faire une sorte, non pas de définition, mais enfin au moins d'épistémologie de l'art. Et ça,
Je pense que c'est l'un des grands mérites du sport. Mais encore une fois, le sport ne le sait pas. Hein. Le sport n'est pas au courant. Mais c'est pas grave, ça. Le tout, c'est que ça nous ait donné l'occasion de réfléchir pendant quelques minutes, avec votre indulgence, sur ce que peut être une œuvre d'art. Merci bien à vous.